Content d'avoir leur carte carburant. Mais Oriba vous offre plus. Oui, désormais Oriba met à votre disposition Oriba Wallet. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est 21h à Niamey, 21h également au groupe de radio et télévision Bonferré. Bienvenue sur cette session d'information en ce dimanche 27 novembre 2022. Une session d'information que nous ouvrons avec l'ouverture ce dimanche de la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader. Des centaines de jeunes venus de par le pays vont échanger sur la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger au vu de l'engouement suscité autour de ce rendez-vous annuel. Les organisateurs plaident pour que le gouvernement institutionnalise cette journée nationale du jeune entrepreneur. Le point, on le fait avec Suleiman Ousmane. À l'initiative du cabinet Leader d'Afrique se tient la 4e édition de la Journée nationale du jeune leader, une rencontre de la jeunesse africaine qui a regroupé plusieurs centaines de jeunes entrepreneurs et se veut un cadre d'échange, de partage d'expériences et de formation pour les jeunes porteurs de projets. Ensemble, avec ces jeunes venus de l'Afrique, nous avons décidé d'impacter notre Afrique, de trouver des solutions africaines aux problèmes africains, de faire de l'Afrique le véritable continent leader. Nous sommes convaincus que notre jeunesse a un rôle fondamental à jouer, car elle doit aller au-delà de la limite des aînés. Et le véritable impact, selon nous, c'est à travers l'entrepreneuriat. Ce rendez-vous de la jeunesse entrepreneur est parrainé par l'ANSI pour l'édition 2022, comme elle a eu à le faire aux éditions antérieures. Son premier responsable a beaucoup insisté sur l'institutionnalisation de cette journée. Ce qui permettra de renforcer et donner davantage une impulsion aux actions que le cabinet fait avec le conseil de gestion dans des régions, mais également, elle permettra à l'État d'avoir un instrument sur lequel nous pouvons tous compter pour organiser les jeunes, les connecter en réseau, les sensibiliser, les encadrer, les former et les accompagner. Devant l'assistance et autorité du pays, 300 jeunes ont pris l'engagement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, nous nous engageons solennellement à emprunter le chemin de l'entrepreneuriat. À l'ouverture de la journée, la ministre en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a salué l'initiative et la thématique de cette édition de la journée nationale du jeune leader. Je salue et prends acte de votre mobilisation exceptionnelle et votre engagement, chers ambassadeurs de la GNJL. Votre appel à institutionnaliser cette journée est tout à fait pertinent au vu des résultats engrangés et du travail colossal que vous avez accompli jusqu'ici dans tout le Niger. Cette 4e édition a vu la participation de plusieurs délégations venues tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, qui ont tous réaffirmé leur engagement pour devenir des leaders et vrais entrepreneurs. Au programme de cette journée, plusieurs panels seront animés sur plusieurs thèmes. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de la lettre d'engagement des jeunes leaders à la ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des jeunes. Autre rencontre des jeunes, cette fois-ci, il s'agit du Forum national de la jeunesse 8e édition organisée par Alternative Espace Citoyen. Ce forum s'est achevé ce dimanche après-midi. Au terme de 4 jours d'échange, les jeunes venus des 8 régions du pays ont publié une déclaration dite celle de Niamey. Dans la déclaration, ils exhortent l'État à intervenir davantage dans le secteur de l'éducation en lui accordant plus de financement et pour ce qui est du secteur de la sécurité, de lutter contre les exclusions et stigmatisations ethniques et communautaires qui favorisent la détérioration de la situation sécuritaire dans notre pays. On fait le point avec Youssoufou Haïdara. La 8e édition du Forum des jeunes ouvert le 25 novembre dernier dans l'espace France Fanon d'Alternative Espace Citoyen s'est soldée sur une déclaration dite de Niamey.
Les jeunes issus des 8 régions du pays ont d'une même voix appelé les autorités à investir dans la promotion de la jeunesse nigérienne. À l'endroit de la jeunesse, interpeller le gouvernement à investir davantage dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, seul gage de développement durable. Encourager les jeunes à l'entrepreneuriat afin d'autonomiser, notamment dans la filière agro-silvo-pastorale. De sensibiliser les jeunes à s'inscrire dans les filières innovantes et porteuses. Amener l'État à rehausser les subventions de manière conséquente, notamment la subvention allouée à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Sur la question sécuritaire du pays, les jeunes ont invité les décideurs à mener une lutte contre certaines pratiques anti-cohésion sociale. Sur la question de la sécurité, de lutter contre les exclusions et stigmatisations ethniques et communautaires, de faire davantage des études prospectives pour comprendre la dynamique sécuritaire au Niger, de dépolitiser la question sécuritaire et faire de l'armée une arme républicaine. Encourager les jeunes à se mobiliser, se former, s'informer sur les questions de sécurité afin de favoriser un climat de paix dans toutes les régions du Niger. Après un remerciement à l'endroit de l'ambassade du Danemark et Oxfam ainsi qu'Alternative Espace Citoyen, les jeunes des 8 régions du pays se sont donné rendez-vous l'année prochaine à Tillabéri pour la tenue de la 9e édition du Forum des jeunes. Les 2 ans de la disparition de l'ancien président de la République, Tanja Mamadou, remémorés à travers une série d'activités, dont cette série de panels organisés ce dimanche matin au siège du Mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, le parti politique qui l'a porté au pouvoir. C'est à l'initiative de l'organisation des jeunes Nassara. Il était question, à travers cette série de panels, de rappeler la vie de l'homme de l'État et les différentes actions qu'il a posées pour le bien-être du peuple nigérien. On fait le point avec Reina Moussa. Ce 27 novembre a été choisi par le Bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes Nassara pour rendre un hommage citoyen patriotique à Tanja Mamadou, digne fils du pays rappelé à Dieu le 24 novembre 2020. Nous nous retrouvons ce dimanche 27 novembre 2022 pour la même raison, rendre hommage mérité et appuyé au père du MNSD de son temps. En un mot, à l'illustre fils de la nation, intègre, social, visionnaire et porte-voix des sans-voix. Mamadou Tanja est tout cela, et d'ailleurs mérite plus que cela, car Tanja, c'est le militaire, c'est l'homme administratif, c'est l'homme politique qui allie le terrain, la pratique au contexte et aux réalités des circonstances et des contingences. Plusieurs témoignages des personnes qui l'ont côtoyé ont tous salué son courage politique, son sens élevé de l'intérêt général et du don de soi pour la patrie. Tanja n'appartient pas qu'au MNSD, et encore moins qu'à sa famille. Tanja est un homme politique national, démocrate, compatriote, qui doit inspirer les jeunes. Par sa valeur, vous le savez très bien, Tanja est natif de Difa, précisément de Maïné. Tanja a été adopté par les populations de Tillabéri. Tanja a été adopté par les populations de Maradi. C'est vous dire que le président Tanja, il fédère et il est le symbole de l'unité nationale. Vous allez bien regarder ses petits frères et autres. Lorsque Tanja était président, est-ce qu'il roulait dans des V8? Il y en a qui roulaient à pied. Peut-être qu'ils n'avaient même pas où se coucher. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les gens, aujourd'hui, ce que nous avons perdu comme valeur, c'est cette éthique. Nous avons été éduqués dans la dure réalité. Nos enfants qui sont nés à Niamey ne partent au village que lorsque vous allez en vacances. Ils ne peuvent pas passer une nuit sans manger. Jamais. Et donc, basu da tausayi. Wanda bai iya ji yuwa, bai iya da tausayi don ya san wanda yake jin yuwa
L'un des organisateurs de cette rencontre a situé l'objectif visé à travers ces différents panels. Parler des bienfaits, des faits du président. Pourquoi il a l'éclat sur le monde? Pourquoi jusqu'à présent on ne fait que parler de lui? Pourquoi il est une référence pour tous? Et quels sont les points positifs et qu'est-ce qu'on doit tirer du président Tanja en tant que jeune pour l'avenir, pour que nous puissions avoir un repère dans la vie future et dans la gestion de l'État. Naquit à Ménosoroa en 1938, Mamadou Tanja dirigea le Niger de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch. Il tire sa révérence un 24 novembre 2020, à l'âge de 82 ans de son vivant. Tanja Mamadou a consacré toute son énergie au développement du Niger en général et du monde rural en particulier. Les relations entre la France et le Mali continuent de se détériorer après la suspension de l'aide publique française au développement octroyée par Paris à Bamako. Le pays a également riposté en suspendant toutes les ONG dont les activités sont financées par des fonds français. On fait le point dans ce sujet signé Siriko Harouna. C'est une nouvelle escalade diplomatique entre Paris et Bamako. Les pays de Emmanuel Macron a suspendu ces derniers jours l'aide publique au développement que l'Hexagone apporte au Mali pour, dit-elle, sanctionner le comportement de l'État malien d'avoir contacté avec le groupe Wagner. Des balivernes, a déclaré le Mali, qui, dans la foulée, prend des mesures de rétorsion en suspendant à son tour les ONG françaises au Mali. Une très bonne décision pour les Maliens interrogés à ce sujet. Au contraire, c'est nous qui aidons la France. Elle n'aide aucune aide ici. Je me demande dans quel secteur la France aide le Mali. Pas seulement avec les ONG, qu'elles ne remettent plus les pieds ici. Nous sommes autonomes. Il faut se débarrasser de l'idée de dépendance. Le Malien est devenu hybride, c'est là tout le problème. Nous pouvons effectivement nous passer des financements français. Au contraire, toutes les matières premières viennent de chez nous. Puis on transforme ces produits chez eux et on revient ensuite pour nous aider. Si on arrive à tenir, ce sera à la France de venir demander de l'aide. Ici au Niger, c'est le même point de vue. Pour Michael Azoudi, acteur majeur de la société civile, il n'y aura point de souveraineté pour le Mali s'il continue à tendre la main pour recevoir l'aide de la France. Avait existé avant l'arrivée de la France. Et le Mali a été prospère avant l'arrivée de la France. Quelle aide? La France apporte quelle aide? Ce sont toujours nos moyens que la France utilise fois une marche un peu. Il faut que les gens comprennent que c'est-à-dire que cette décision du Mali n'est pas sans conséquence. Mais il faut assumer ces conséquences. Aujourd'hui, vous pensez que la Russie va laisser le Mali, vous pensez que la Chine va laisser le Mali. Et j'ai même vu, ils sont en train de créer, ils sont en train de vouloir mettre en place une usine de textile au Mali. Donc, c'est ce qui voulait dire que l'économie pouvait se développer et le Mali peut se développer sans la France. Pour le responsable du mouvement Tournons la page du Niger, il vaut mieux pour la France de revoir sa copie diplomatique et d'arrêter d'infantiliser les Africains en pensant qu'ils sont manipulés. Parce que nous avons demandé notre souveraineté, la France estime que c'est quelqu'un qui nous pousse, comme si nous ne sommes pas capables de réfléchir, comme si nous ne sommes pas capables de penser sur quoi, qu'est-ce que nous avons besoin pour que notre pays soit développé. Et je rappelle à la France que nous avons des intellectuels qui ont étudié sur les mêmes banques que leurs concitoyens. Et je pense que nous sommes en mesure, effectivement, de repenser cette coopération. Et c'est pour ça que nous voulons plus qu'il y ait ces accords lyonnais et qu'il n'y ait plus ces accords de 1961 où la France a une main mise sur tout ce que nous avons. La France intervient même dans nos politiques intérieures. Donc, il faut que ça s'arrête. C'est juste ça. C'est une vision. Maintenant, comme la France est en faillite, parce qu'il faut le dire clairement, la France est en faillite, il faut trouver un bouc émissaire sur la Russie. Mais pourquoi on a des relations avec la Chine? Pourquoi on a des relations avec les États-Unis? La France ne crie pas aux États-Unis. La France ne crie pas pour... Ah non, on lâche la France au détriment des États-Unis. Non, la France a des relations avec la Russie aussi. Depuis un moment, la France est très mal vue en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Sa posture devient de plus en plus
intenable depuis qu'elle s'est embrouillée avec la République malienne, un pays qui considère à tort ou à raison la France comme un cipeau du terrorisme. Place à présent à la revue de la presse du groupe de radio et télévision Bonferré. Excellente réception chez vous. Bonsoir. La revue de presse de chaque jeudi, c'est avec Mustapha Abdraman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Charifatou Parezo, bienvenue également à la une des journaux de Bonferré Télévision de tous les jeudis. Cette semaine, il est question dans la presse écrite nigérienne du rapprochement entre la Fédération de Russie et le Niger, de la vague de défection au profit du Parti Rose et du sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation de l'Afrique. Et nous commençons par la coopération du Niger avec la Fédération de Russie. Le journal Le Matinal titre à sa une « Lutte contre le terrorisme. La coopération avec la Russie est-elle une simple option pour le Niger ?» À l'espace de 48 heures, le Niger a été mis en vedette dans la lutte d'influence qui, depuis un certain temps, oppose la France et la Russie dans l'espace sahélien, écrit le quotidien Le Matinal du 23 novembre dernier. Le mardi 15 novembre, une délégation russe conduite par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Niger a été reçue par le ministre de la Défense nationale, M. Al-Kassoum Indatou, nous rapporte le confrère. De l'entrevue entre les deux délégations, le ministre nigérien de la Défense a indiqué que cette coopération bénéfique pour le Niger se poursuivra et il a réitéré la disponibilité du Niger à continuer la coopération militaire avec la Fédération de Russie. Le diplomate russe a pour sa part souligné que son pays suit avec attention et se réjouit des résultats des opérations militaires conduites par le Niger avec succès. Au lendemain de cette visite, la France a tenu à marquer son territoire en dotant notre pays de 2 hélicoptères de type Gazelle SA-342 L1 d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA. À la lecture de ces événements, d'aucuns estiment que la France se trouve de plus en plus en mauvaise posture au Sahel face à la Russie, confortablement installée au Mali voisin, et que ces événements traduisent également un fléchissement de la position des autorités nigériennes dans la lutte d'influence entre la France et la Russie au Sahel. Dans un contexte de guerre asymétrique contre le terrorisme, le confrère s'interroge si la mutualisation des efforts entre les États voisins concernés et la coopération avec la Fédération de la Russie peut être considérée comme une simple option pour le Niger. Niger Inter Hebdo affirme que la Russie entend renforcer sa coopération militaire avec le Niger. Le journal écrit que dans un communiqué rendu public après la rencontre avec la délégation russe, le ministre de la Défense nationale a indiqué que cette coopération est bénéfique pour notre pays et qu'elle se poursuivra. La coopération entre le Niger et la Russie date de longtemps et couvre plusieurs domaines, rappelle le journal Niger Inter Hebdo, celui de la formation d'abord. Plus d'une centaine d'officiers nigériens ont bénéficié d'une formation dans des centres de formation militaire russes. Outre le volet formation des officiers, plusieurs types d'armements en utilisation chez nos forces de défense et de sécurité proviennent de la Fédération de la Russie, notamment des aéronefs qui sont utilisés par l'armée de l'air nigérienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui sont de fabrication russe. Compte tenu de la gravité de la menace qu'est le terrorisme, la diversification des partenaires est plus qu'une nécessité. Le président de la République, Bazoum Mohamed, est souvent revenu sur la question à de nombreuses occasions, rappelle le journal. Il n'a pas d'ailleurs hésité à équiper les forces armées nigériennes FAN avec du matériel turc, dont des drones de marque Bayraktar TB2, d'avions de formation Urkus et des véhicules blindés, tous provenant de la Turquie. C'est dire que le besoin de la diversification de partenaires pour combattre le terrorisme est devenu encore plus qu'une nécessité lorsque le principal d'entre ses partenaires, c'est-à-dire la France, a retiré ses troupes du Mali pour les redéployer au Niger et a mis fin à sa grande opération militaire dans le Sahel, c'est-à-dire l'opération Barkhane. Sur la série de défections des militants au profit du PNDS Tareya, le canard en furie sonne la sonnette d'alarme. L'opposition doit se réveiller ou mourir de sa belle mort.
Le Parti rose est subitement devenu fréquentable au point d'attirer des acteurs politiques qui ont fait preuve d'une virulence sans commune mesure dans leurs critiques vis-à-vis de la formation politique et de ses leaders, écrit le journal Le Canard en furie de cette semaine. Depuis l'entame du régime Bazoum Mohamed, les Nigériens ont connu la saison Ibrahim Yakubu, président du MPN Kishinkasa, qui a quitté la barque de l'opposition pour rejoindre le camp de la majorité présidentielle avec armes et bagages. Après lui, d'autres figures comme Ada Chefou ou encore Doudou Rahama du RDR Tangi, qui a ainsi lâché le président Mahaman Ousmane en fin de semaine dernière. C'est au tour du sieur Abouba Ganda, président du parti Haut Niveau, dont il est le père fondateur, de rallier le PNDS Tareya à la suite de l'organisation d'un meeting au quartier Gamkale, son fief natal. C'est la poursuite de la stratégie de concassage des partis politiques menée par le parti au pouvoir, estime le confrère. Une stratégie assez subtile qui se traduit par des défections à des allures désintéressées, et tout laisse à croire que cette saison 2 des défections au profit du Parti rose va se poursuivre et s'intensifier avec le temps et s'étendre aux autres régions du pays, croit savoir le journal Le Canard en furie. Cette ruée vers la prairie rose est porteuse de péril pour notre processus démocratique pluraliste, mais pour autant faut-il se plaindre du Parti rose? Non, s'exclame le confrère qui estime que le PNDS Tareya est dans son bon droit, celui de chercher à élargir ses bases pour passer dès le premier tour des élections présidentielles et rafler le maximum de sièges de députés et de conseillers à l'occasion des prochaines joutes électorales. Il faut plutôt plaindre l'opposition qui a abandonné toute forme de lutte pour imposer au PNDS Tareya le respect strict des principes démocratiques et de la bonne gouvernance. Le pouvoir se permet aujourd'hui tout, pratiquement tout, devant cette léthargie navrante de l'opposition qui attend peut-être la production éventuelle d'un miracle. Et restons dans le domaine de la politique, Sharifa, avec ses autres unes, dont celle du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 513, du 23 novembre 2022, qui a titré « Le président Mohamed Bazoum au quotidien Le Monde, un autosatisfait truffé de contre-vérité ». Et le journal Le Nouveau Républicain numéro 452 du 24 novembre 2022 qui a titré « Gouvernance, le syndrome du deuxième mandat ». Le journal L'Éclosion numéro 232 du 22 novembre 2022 a titré pour sa part « Partage de contrats de construction de classe quand les structures politiques du PNDS Tareya attribuent les marchés publics à la place de l'État ». Et puis le journal quotidien L'Enquêteur numéro 2873 du 23 novembre 2022 a écrit « À un mois du congrès, la guerre des seconds couteaux au PNDS ». Le quotidien gouvernemental Le Sahel du 24 novembre 2022 nous parle de l'adoption par les parlementaires de la loi portant indemnité et avantages des députés. C'est avec 151 voix pour, 0 contre et 0 abstention que les parlementaires ont adopté la loi numéro 2011-12 du 27 juin 2011 portant indemnité et avantages des députés, écrit le quotidien gouvernemental Le Sahel du 24 novembre 2022. À l'issue du vote, le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles, Kalla Moutari, a expliqué que cette loi portant sur des avantages et indemnités des députés existe depuis 2011. Les députés l'ont juste réexaminer pour clarifier certaines rubriques qui leur semblaient un peu floues, et c'est dans le souci d'une meilleure rigueur dans la répartition des différents frais. Il s'agit d'une simple écriture pour réserver certains frais de transport dans d'autres chapitres et reverser les frais de mission vers les frais de restitution et ceux de mandat. À Kalla Moutari d'insister, nous n'avons ajouté aucun franc sur nos indemnités. Cette loi n'a rien ajouté aux avantages des députés et n'affecte pas le budget de l'Assemblée nationale, conclut le journal gouvernemental Le Quotidien Le Sahel du jeudi 24 novembre dernier. Et le journal Le Courrier de cette semaine nous parle d'une décision du Conseil d'État devenue un véritable camouflet judiciaire pour le gouvernement. On se rappelle, il y a quelques jours, la presse nigérienne rendait compte d'une décision prise par le ministre de la Santé publique au moyen de laquelle il fermait quelques instituts de santé sous le motif que le journal trouve fallacieux qu'il n'y aurait pas de plateau technique dans les localités où elles mènent leur activité, écrit le journal Le Courrier de cette semaine. Personne ne pouvait comprendre une telle mesure quand la faute, si c'en est une, incombe plus au ministre
cas des fondateurs qui ont juste soumis des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture d'établissements dans différentes localités du pays sans que jamais on ne leur ait exigé l'existence d'un plateau technique dans la localité d'implantation de ces écoles de santé. Après des démarches administratives de la part des fondateurs concernés, les deux parties ne sont pas parvenues à une solution à l'amiable, sûrs d'être victimes d'une décision arbitraire. Un des fondateurs d'écoles de santé fermées, notamment l'école de santé d'Arlit, Akomili Mohamed, a attaqué la décision du ministre de la Santé devant le Conseil d'État. Dans son argumentaire, il relève que le préjudice grave qu'une telle décision peut causer à lui, à son école et à des enfants et à leur famille. Le requérant a relevé devant le Conseil d'État le caractère irrégulier de la correspondance du ministre en ce qu'elle viole les dispositions de l'article 44 du décret numéro 96-210 qui stipule que la fermeture provisoire ou définitive d'un établissement d'enseignement professionnel doit être prononcée par arrêté. La fermeture provisoire ne peut en aucun cas excéder une année scolaire. Le Conseil d'État a statué et tranché sur la question par ordonnance de référé numéro 034/22 du 17 novembre 2022 et a décidé par la force de la loi de la suspension de la décision portant fermeture des écoles de santé pour faute de plateau technique. Une décision sans appel qui frise, selon le journal, l'humiliation pour le ministre de la Santé qui a fait preuve d'amateurisme pour une telle démarche qui a manqué de précautions administratives. Et avant de nous quitter, Sharifa, voyons brièvement ces deux autres titres, ceux du journal Le Hérisson, numéro 336 du 24 novembre 2022, qui a titré « Niamey, la capitale du Niger sous les feux de l'actualité africaine. Le président Bazoum accueille le double sommet sur la ZLECAf et l'industrialisation de l'Afrique ». Et le titre du journal Sahel Dimanche, numéro 2021 du 25 novembre 2022, le sommet de l'UA sur l'industrialisation et la ZLECAf, l'industrie comme moteur de développement. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien paru donc le 25 novembre 2022. Merci Moustapha Brahman Zongoma pour tous ces détails. Merci également, chers téléspectateurs, de nous rester fidèles sur Bonferré Télévision. Vous pouvez retrouver votre rubrique La Une des journaux sur votre chaîne YouTube Bonferré TV. Bonne réception et bonne soirée à tous.